Bonjour et bienvenue dans le 10e épisode de Rugby Confidential, Coupe d'Europe, arbitrage. On a pas mal de sujets à aborder aujourd'hui. Mais avant ça, Gaël, il faut qu'on parle d'un petit truc. Déjà, est-ce que tu vas bien ? Très bien, très bien. T'as passé une bonne journée ? Ouais, ça va, entraînement comme d'habitude. Classique. Comme un lundi, comme d'habitude, quoi. Comme toutes les semaines. Ce que je voulais vous dire, c'est déjà merci. Depuis le lancement de Rugby Confidential, toutes plateformes confondues, nous sommes à plus de 300 000 écoutes. C'est vraiment énorme. En 9 épisodes, c'est beaucoup. Donc merci énormément pour ça. Sachez que chaque like, chaque commentaire, chaque note donnée sur les plateformes d'écoute, ça aide énormément. Donc je vous remercie beaucoup pour ça. On vous remercie beaucoup pour ça. C'est dingue. Donc, continuez, allez suivre les réseaux, continuez à donner de la force, à partager. Et notamment pendant le tournoi, on vous promet du bon contenu rugby de qualité. Voilà, je suis hyper touché, franchement, de tous les retours qu'on peut avoir, même les messages qu'on reçoit. Cette semaine, j'en ai reçu pas mal concernant le lancement, ce début de saison, de première saison. Donc, voilà, on voulait prendre un petit moment pour vous remercier. Au passage, sur les réseaux de contenu court, on a plus de 7 millions de vues au total. Donc, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ça fait plaisir. Les gens, je pense que les gens attendaient aussi un petit truc avec un peu plus d'inside, tout avec notre bienveillance, et j'ai l'impression que ça plaît. Donc, c'est trop bien. On va continuer du coup. On va continuer du coup. C'est bon, on est convaincus, on va continuer. Et on va continuer en parlant de Coupe d'Europe. Cette semaine, c'est un épisode particulier parce que nous allons recevoir dans une seconde partie Laurent Cardona, ancien arbitre de Top 14, avec qui on va pouvoir échanger, que vous avez peut-être vu sur les réseaux récemment, parce qu'il a commencé à faire du contenu autour du rugby. Mais avant ça, parlons Coupe d'Europe, parce que c'était un très beau week-end, pas mal de résultats surprenants. Moi déjà, le premier qui m'a marqué et qui valide un petit peu ce que tu pensais vis-à-vis de Basse, c'est une belle victoire de cette équipe à Castres, 43-20. Qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu ? C'est très costaud. Honnêtement, c'est une équipe qui performe depuis un moment. L'année dernière, ils ont gagné 3 titres. C'est pas rien. Donc, c'est une équipe qui monte en puissance, qui a su se reconstruire et qui a notamment un numéro 10 exceptionnel qui est un ami, Finn Russell. Donc, voilà, ça m'étonne pas et je pense qu'ils vont vraiment performer dans cette Champions Cup. Autre match très surprenant, il y a eu un Bulls-Bristol. Ouais. Le score, c'est 49-61. C'est un score de Pro B. C'est énorme, mais c'est des matchs qu'on aime voir aussi. Et c'est vrai qu'on sent que dans cette Coupe d'Europe, ça marque énormément d'essais et que l'attaque prend le pas sur la défense. Donc c'est beau à voir, je trouve. Il y a eu énormément d'essais encore ce week-end et franchement, c'est plaisant. Je pense que c'est là où il faut que le rugby tende, vers un jeu offensif avec énormément d'essais, produire énormément de jeux. Donc on voit tous les scores avec des énormes écarts et je pense que ça plaît aux supporters. Donc c'est une bonne chose. Il y a eu un Leinster-La Rochelle que j'ai trouvé extrêmement frustrant parce qu'on a des Rochelais qui perdent à la fin, qui ont été hyper séduisants. Et je pense que notamment les supporters rochelais ont dû se dire waouh, sacré visage de notre équipe dans un match qui est vraiment pas simple parce que se déplacer au Leinster, tu joues l'Irlande, quoi. Ouais, exactement. C'est une équipe qui est redoutable, on le voit. Hein. Ils ont que des internationaux. Rico Ioane en 13. Ouais, exactement. Donc c'est une équipe très très solide. Mais c'est vrai que moi aussi, La Rochelle m'a énormément surpris. Je trouve qu'ils montent en puissance depuis 1 ou 2 matchs. Contre Toulouse, ils sont passés vraiment à côté. Mais en dehors de ça, je trouve qu'ils ont été très très convaincants ce week-end. Effectivement, donc contre Toulouse, ils sont passés à côté, mais là, même il y a des joueurs qui commencent à prendre une dimension encore supplémentaire. Bon, Niashvili a toujours été énorme, mais là, il prend, je trouve, une position de leader offensif dans cette équipe. C'est hyper intéressant. On a eu un Toulon face à un Munster très costaud. Ouais. Munster qui va être hyper important, ça va être important de les surveiller parce que, alors déjà sur ce match, 27-25, victoire de Toulon qui se fait peur. Moi, je vais voir le match la semaine prochaine. Munster contre Castres. Castres qui doit aller chercher une qualif là-bas, très difficile. Ça va être très dur. Parce que ça a été un beau Munster qui a bien embêté les Toulonnais. C'est l'équipe la plus difficile à jouer à l'extérieur. Ils ont la Red Army. Moi, pour avoir joué là-bas, j'ai jamais gagné là-bas. Donc, c'est toujours très difficile. C'est une équipe sur les basiques qui est très costaud. Et on l'a vu contre Toulon, hein, ça s'est joué à rien. Donc ça va être très très dur pour Castres aussi. Les supporters qui ont un gros impact, qui suivent l'équipe, et à domicile, c'est historique. C'est très très dur, c'est un stade incroyable et avec des supporters incroyables aussi, donc ça va être quelque chose. La fameuse Red Army. Exactement. La Red Army. On a eu un Scarlets Pau, victoire de Pau à l'extérieur, 47-38, encore un énorme score. Après, on connaît les capacités offensives de la section. On a eu un retour d'Atisobé qui a fait un joueur exceptionnel, qui a un potentiel de fou. Moi, pour l'avoir côtoyé, notamment cet été en Nouvelle-Zélande,
Il a des qualités physiques et intrinsèques incroyables. Donc, je pense qu'ils vont rentrer énormément de joueurs de ce standing-là et ça va leur apporter une vraie plus-value. Ce qui est dingue, c'est que la section paloise sait créer des joueurs qui sont énormes dans les airs aussi. Ouais, ils le travaillent, ils le cultivent. Ils ont des joueurs très aériens, que ce soit Théo, mais que ce soit tous les joueurs de derrière. Franchement, honnêtement, ils ont une génération assez jeune qui va se construire dans le temps et qui le fait déjà très bien. Honnêtement, ils sont ultra performants. Donc, c'est vraiment une équipe qui me surprend cette année et c'est vraiment une des plus grosses surprises de la saison pour moi. Mais je voulais qu'on aille un peu plus en détail sur Bordeaux et Toulouse, qui ont été les équipes à suivre, qui font partie des gros favoris de cette compétition. Bordeaux, tenant du titre, qui recevait Northampton. Donc c'était un remake de la dernière finale. Ouais. Match sous tension. Ah ouais, match sous tension, mais parce que ça parlait aussi. Ouais, ça parle, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. On en parlait avant l'émission, mais je trouve que c'est ultra intéressant d'avoir ce jeu avant le match. Je sais que ça parle beaucoup dans la presse, etc. De trash talk, via Pollock notamment. Ça plaît pas aux anciens et tout, parce que dans le rugby, on essaye d'être le plus humble possible, mais je trouve que ce petit jeu-là, ça excite les gens et ça crée une atmosphère autour du match qui peut être intéressante. Et match de tension et bravo à Bordeaux parce qu'ils ont fait un match encore exceptionnel. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que les anciens, il y en a plein qui se plaignent des célébrations, des petits trash talk, des mecs qui se parlent. Moi, j'ai envie de dire, n'oubliez pas, messieurs, qu'à une certaine époque, ça mettait le ballon en touche à la première action, d'accord, pour faire des bagarres générales. Alors, me parlez pas d'esprit du rugby ou quoi que ce soit. Là, en vrai, moi, ce que j'aime bien et ce que ça apporte, je trouve réellement et de manière factuelle, ce petit trash talk, au-delà du fait que les fans apprécient, que ça fait un petit peu parler, c'est toujours un peu cool, ça fait monter la sauce. J'ai l'impression que la seule conséquence réelle, ça a été tout le monde s'envoie sur le terrain. Exactement, et tout le monde a regardé le match parce que ça a tellement parlé avant. Faut pas aller trop loin dans la bêtise, c'est-à-dire qu'on peut se taquiner, dire que voilà, Pollock est détesté, etc. Ça fait partie du jeu. Mais après, il faut respecter aussi les adversaires. Donc, tant que ça reste mignon comme ça, moi, ça me fait rire plus qu'autre chose. Là où ça devient dangereux, c'est quand on commence à parler mal des joueurs, etc. Là, c'est rigolo, ça se chambre un peu. On parle mal premier degré, qu'on n'est pas dans juste on aime le détester, entre guillemets, parce qu'on a envie de le battre sportivement. C'est un joueur exceptionnel, il a des qualités incroyables. Il a ce côté un peu hautain qu'on aime, quoi. Ah ouais, mais on va en parler dans ce match parce qu'il a été ultra présent. Et petit point important, je voudrais dire aussi bravo aux supporters de l'UBB qui ont scandé son nom à la fin du match. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'ils l'ont sifflé, ils lui sont tombés dessus tout le match et qui ont scandé. Parce qu'il faut reconnaître le talent du garçon aussi, qui a mis un doublé sur ce match, un énorme essai sur l'aile. Incroyable, par-dessus et tout. Il a un talent de dingue. Mais j'avais vraiment envie de parler de ça parce que ça me tient à cœur. Et moi, je trouve qu'en vrai, pour le moment, c'est juste gentillet, bon joueur, ça se chambre. On a vu Louis et Nico à un moment qui l'ont attrapé un petit peu. Les deux frérots qui le taquinent. Mais tant que ça reste mignon comme ça, honnêtement, bien sûr que faut pas que ça devienne comme ça toutes les 2 secondes, etc. Mais de temps en temps, lui rappeler que lui, il le fait aussi. Et ça permet de te stimuler, d'être meilleur sur le terrain. Donc, quand Nico il lui passe la main sur la tête, c'est un mec hyper respectueux, c'est plus drôle et pour le taquiner qu'autre chose. Donc, quand ça reste comme ça, mignon comme ça me va. C'est Louis Bielbiarré et Nico Deporter. Il y a eu des images qui ont tourné sur les réseaux. Si jamais vous pouvez trouver, l'image est toujours un petit peu drôle. Pour être vraiment dans le match cette fois, au-delà du chambrage, etc., démonstration de l'Union Bordeaux-Bègles. Ils étaient trop forts, trop dominants, trop rapides, trop puissants devant, très puissants. Ouais. Je trouve Coleman, on sous-estime beaucoup son match ce week-end, qui a été vraiment très très fort. Très parfois, justement, ça a été l'une des limites, entre guillemets, de l'Union Bordeaux-Bègles, c'est cette capacité devant. On sentait qu'il y avait des packs parfois plus dominants qu'eux, arrivés dans les derniers carrés et tout. Bon, ils compensaient souvent parce que derrière... c'est une équipe de dingue. Non, mais je trouve qu'ils sont de plus en plus costauds et ils recrutent en ce sens. Donc, honnêtement, rien que cette année, déjà, nous, on les a joués. On est peut-être une équipe très costaud devant et ils ont du répondant. Donc, honnêtement, c'est une équipe qui est ultra complète. Je pense qu'ils sont meilleurs que l'année dernière. Ouais. Plus complets, en tout cas. Ils ont un gros banc aussi, on l'a vu nous contre eux la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, et c'est vraiment très très costaud. Triplé de ton pote Cameron Woki. Il a fait un match de dingue, et en plus il n'est pas que balle en main, c'est-à-dire qu'il a contré en touche, il a été ultra présent. Sur la touche, c'est peut-être un des meilleurs du circuit français, tout le monde sait ses compétences dans ce domaine-là. En plus de ça, il est fit, il est en forme, il reproduit les mêmes prestations tous les week-ends, honnêtement, et c'est l'homme en forme à ce niveau-là et dans ce domaine-là, il est inarrêtable en ce moment. Donc, je suis content pour lui parce que c'est comme mon petit frère et il mérite tout ce qui lui arrive là maintenant. Donc, je suis assez content pour lui. Vrai super pouvoir sur la touche, c'est ce qui à un moment l'avait fait s'imposer aussi de manière importante en équipe de France. Là, ça a été le cas ce week-end, on a vu ce super pouvoir. Et dans le jeu aussi, parce qu'il marque un triplé, il plaque, il a une activité. Il était moins fit pendant un moment.
notamment au Racing. Et là, il est revenu grâce à Thibaut Giroud, qui a travaillé énormément avec lui cet été. Là, on voit qu'il est en pleine forme et en pleine possession de ses capacités. Il y a peut-être aussi une volonté pour lui de retrouver le groupe bleu. C'est peut-être aussi pour ça que tout ce travail a été mis en place. Et là, il évolue à un niveau où tu es obligé d'avoir un regard sur lui, obligatoirement. Oui, bien sûr. Mais là, tous les joueurs de Bordeaux performent. Donc, les regards, ils sont sur eux en ce moment. Ils gagnent les matchs, ils mettent 50 points à tout le monde. Donc, c'est une équipe qui est en pleine forme en ce moment. Je trouve qu'ils ont commencé le championnat de manière très difficile. C'est normal, après un titre, c'est toujours dur de s'y remettre. Et des blessés importants aussi. Beaucoup de blessés, etc. Là, ils commencent à retrouver un effectif complet, de l'envie. Les nouvelles recrues qui sont arrivées, elles ont enfin joué les 2-3 dernières semaines. Donc, ils vont être très dangereux. Et comme le disait Sacha la semaine dernière, je pense qu'ils feront partie du carré final. Justement, ils se mettent très bien pour ça parce qu'ils sont actuellement à 15 points dans cette Champions Cup. Il me semble que la seule autre équipe qui est à 15 points, c'est Glasgow, si je dis pas de bêtises, qui est allée gagner à Clermont. Qui est surprenant. Ouais, vraiment. Honnêtement, ça joue très bien. C'est précis. Bon, beaucoup d'internationaux écossais aussi. Un peu comme vraiment une très exactement. C'est un club nation, quoi, finalement. C'est le même fonctionnement. Et honnêtement, c'est une équipe qui est surprenante aussi, à l'image de Pau, à l'image de Bordeaux. Mais Bordeaux, l'année dernière, ils étaient déjà ultra performants. Ouais. Donc, c'est la suite logique, on va dire. Mais c'est vrai qu'ils sont très costauds. Et une équipe qui s'est pas mis forcément extrêmement bien pour les phases finales, parce que, pour redonner un petit contexte, il y a une sorte de classement qui est fait entre toutes les équipes à la fin de la phase de poule de Champions Cup, selon le nombre de points. Mais entre toutes les équipes, selon les poules. Ce qui fait que, selon ce classement-là, ça définit si vous recevez en huitième, puis en quart, puis en demi. Et en gros, si vous finissez 1 ou 2, vous êtes garanti de recevoir jusqu'en demi-finale. Ce qui a fait que Bordeaux avait joué Toulouse l'année dernière à domicile. Et qui, selon toute vraisemblance, en tout cas on leur souhaite aux Bordelais, semblerait pouvoir se passer aussi cette année. Par contre, il faut se déplacer à Bristol, ce qui va être quand même un match difficile. Mais il y a aussi Toulouse qui, je ne doute pas de la capacité des Toulousains à se qualifier, mais ils vont être un peu plus en difficulté parce qu'eux vont devoir se déplacer assez vite. Parce que ce week-end, Toulouse a été la petite sensation négative, on va dire, du week-end. C'est que après Glasgow, dans des conditions extrêmement difficiles, ils sont allés perdre au Saracens. Beaucoup d'en avant. Beaucoup de ballons tombés, une belle équipe des Saris aussi, c'est costaud, avec très, un très Willis. Beaucoup d'expérience, des joueurs forcément qui ont l'habitude ils l'ont gagné 3 fois, donc c'est des mecs qui savent la jouer et ils ont très bien géré sur la stratégie, je trouve. Ils ont su répondre stratégiquement aux Toulousains, qui est pour moi la meilleure équipe de la Champions Cup, mais ils ont su les contrer sur la stratégie, je trouve, et beaucoup de maladresse, comme tu l'as dit. 2 fois qu'il y a un déplacement pour les Toulousains, 2 fois qu'on est dans des conditions dantesques. Alors, j'ai vu plein de Toulousains d'ailleurs dire, notamment dans les commentaires, que ça complique, mais c'est pas une excuse, parce que les conditions, elles sont pour tout le monde. Et en plus, on sait que les Toulousains sont pas du genre à chercher des excuses non plus. Non. Mais on a senti parfois un manque de liant, parfois un manque d'énergie, de connexion globalement entre les différents mecs, ce qui fait qu'on parfois on manquait de timing de soutien. On a eu un peu la même chose à Perpignan d'ailleurs, sur le match des Toulousains. Ils ont 2 semaines un peu difficiles. Par contre, j'aimerais pas être l'équipe qui va la prendre la semaine prochaine. Ça, c'est toujours le truc. Cette semaine, parce que je pense qu'ils vont se remettre en question, et c'est une équipe, je suis pas inquiet pour eux, honnêtement. Il y a tellement de talent, il y a tellement d'expérience que, oui, là, ils traversent un petit moment compliqué, mais ils vont revenir de la meilleure des façons, j'en suis. Dernier match de la Champions Cup, c'est Sale qui se déplace à Toulouse, et j'espère qu'ils vont en faire les frais de ça. De toute façon, la bête blessée quand c'est Toulouse, c'est terrifiant quand même. C'est terrifiant, mais c'est une équipe redoutable, donc forcément, avec la qualité qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont, le staff qu'ils ont, ils vont relever la tête la semaine prochaine, j'en suis sûr. Je pense qu'ils vont passer une semaine très très dure, ça va travailler très très dur, mais ils vont revenir, je suis pas inquiet, honnêtement. On a François Cros qui était dans le groupe élargi ce week-end. On sait le joueur que c'est aussi pour des matchs un peu plus tendus, l'impact qu'il a. Justement, sur ces matchs-là, est-ce que la troisième ligne, c'est pas finalement quasiment le truc le plus déterminant ? Ouais, c'est déterminant, mais toute l'équipe, que ce soit les meneurs de jeu, 9-10, c'est hyper important. Quand tu joues face à Farrell, des mecs d'expérience comme ça, si t'es pas au niveau stratégiquement, les mecs, c'est des masterclass. Donc, honnêtement, je suis pas inquiet de ça. Je pense que François Cros, bien sûr, va être un plus énorme pour cette équipe. En plus de ça, je suis très content qu'il revienne, parce que c'est un joueur qui manque aussi à l'équipe de France. Donc,
honnêtement, oui, ça va être un plus énorme, mais il n'y a pas que lui. Hein. Honnêtement, c'est une équipe redoutable. Il n'y avait pas Romain ce week-end. Ils vont rentrer bientôt, donc je ne suis pas inquiet pour Toulouse, vraiment. Ouais, Toulouse qui a eu un peu de difficultés, même la charnière. Après, parce que tous les ballons sont pas forcément les meilleurs. On n'a pas eu le meilleur match d'Antoine Dupont aussi depuis son retour. Mais après, ça passe aussi souvent par une charnière est dans de bonnes conditions quand son pack est dominant. Et c'est très compliqué des fois de jouer sur un pack qui peut être chahuté. Petit point rapide sur le Racing quand même, Gaël, parce que le Racing a été éliminé de la Champions Cup après un nul et 2 défaites. Donc nul à domicile contre Exeter et ensuite 2 défaites. Bon, ça fera des week-ends libres, non ? Ouais, ça fera des week-ends libres. Après, c'est une compétition, comme on l'avait dit, on a testé énormément de jeunes. Encore ce week-end, il y avait énormément de jeunes. C'est une compétition qu'on joue, mais qu'on veut exploiter pour voir ces jeunes-là, pour leur donner du temps de jeu, parce que c'est important. Bien sûr qu'on avait à cœur de les gagner, les matchs. On les joue tous pour les gagner, mais ça n'a pas suffi. Il nous reste un dernier match pour le plaisir, essayer de retrouver des sensations, gagner surtout, parce que c'est important de casser cette dynamique négative. Mais oui, ça fera des week-ends en moins. Je ne veux pas dire que c'est une bonne chose, loin de là, parce que quand on est le Racing, on se doit d'aller gagner toutes les compétitions dans lesquelles on est inscrite. Mais cette année, on n'a pas réussi, en faisant ce mix-là, à trouver le bon équilibre. Et c'est comme ça, quoi. Important de gagner ce dernier match, parce que, comme tu l'as dit, ça met une dynamique positive. L'USAP. Ouais, bien sûr. C'est remis une dynamique positive via la challenge. Ça leur a permis de gagner un match, le premier match de la saison. Forcément, t'arrives le lundi matin, t'as le sourire, pas comme moi ce matin, tu vois, où tout le monde faisait un peu la gueule, et c'est le jeu, quoi. Donc, bien sûr qu'on a voulu tester un truc, essayer de faire jouer nos jeunes, etc. Mais voilà, on n'a pas été au niveau. Donc, faut se remettre en question et se remettre au boulot, surtout. L'une des infos du week-end, c'est qu'on a pu lire qu'une rencontre France contre les Lions britanniques et irlandais était actée pour 2029. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les Lions britanniques, c'est tous les 4 ans, il y a une tournée qui est faite avec les meilleurs internationaux anglais, gallois, écossais et irlandais qui se déplacent. Là, l'été dernier, ils étaient en Australie. Et donc, on pourrait avoir un France-Lyon britannique en 2029. À noter que je crois qu'ils n'ont pas joué contre. Il y a déjà eu un match depuis les années 80. Ouais, d'accord, ouais. T'imagines depuis combien de temps bien sûr, on n'était pas nés. On n'était pas nés. Mais ça va être exceptionnel. Je pense que ça va être un truc de dingue. Bon, je pense que j'y serai plus. Ouais, 2029 Ouais, 2029, j'y serai plus. Il faut y aller pour l'expérience. Bon, on ira dans les tribunes. Allez, on ira dans les tribunes. On fera un podcast avant le match. Exactement. On fera le podcast d'avant le match. Mais je trouve que ça va être un truc de dingue. Et j'ai hâte de voir ce match, parce que je pense que ça peut être vraiment un truc de fou. Ça va mettre en lumière aussi ce match-là en France. Enfin, ça sera en France, hein, je pense. Et je pense que ça va être un truc de dingue. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on y sera, de toute façon. Ouais, je pense. Hein. Enfin, en gros, ça sera en France, parce que souvent, ils font des petits matchs avant de partir justement dans l'hémisphère sud. Je pense que ça va être ça. Ça va être un match avant de partir dans l'hémisphère sud. Mais en tout cas, belle affiche. Moi, ça me donne envie. Ouais, j'ai hâte de voir le résultat. Est-ce qu'on parlerait pas de ces affreux arbitres ? Ouais, allez, c'est parti. C'est parti. On vous en a parlé. Aujourd'hui, on a un invité assez spécial, Laurent Cardona. Laurent, est-ce que tu as fait bon voyage déjà pour venir jusqu'à nous ? Nickel. Facile. Angoulême-Paris, c'est très facile. TGV ? Ouais, TGV, nickel. Direct. L'hôtel, parfait. Donc c'est un visage que vous connaissez sûrement bien, ancien arbitre de top 14, coach de la discipline et adaptation à la règle, c'est très précis. C'est très précis. Est-ce que c'est pas un peu trop précis ? Non, mais c'est bien, parce que comme personne savait ce que je faisais au début, il fallait donner un titre hyper long. Et pas juste staff Angoulême, il fallait que ce soit plus précis. Ok. Mais jusqu'à ce week-end, on a entendu dire que tu quittais le club. Ouais, si tu veux, j'ai lancé de nouvelles activités professionnelles, notamment cette fameuse chaîne YouTube. Et pour ne pas mettre mon club en difficulté, parce que forcément, je me donne des positions sur certaines décisions, etc., etc. Et voilà, je voulais pas faire rentrer mon club en difficulté. J'ai senti que ça gênait pas mal quand même les hautes instances de l'arbitrage. Alors pas moi en direct, mais bon, par des appels et des communications. Donc j'avais prévu d'arrêter en fin de saison dans tous les cas. À Alex Ruiz, je lui avais dit depuis novembre que peu importe ce qui se passait en fin de saison, j'arrêtais. Donc finalement, on a anticipé le truc, tout le monde est d'accord, le président était d'accord. Quand j'ai demandé à démissionner, tout le monde m'a dit ok, pas de problème. Voilà, donc ça c'est très bien, en bonne entente. Alex Ruiz, c'est manager du SA15 du coup, Angoulême. Mais c'est intéressant parce que
coup, on va pouvoir parler de pas mal de sujets sans tabou. Et c'est d'ailleurs ce que tu fais notamment sur ta chaîne YouTube. Tu as sorti une première vidéo qui a très bien marché. Donc, c'était à propos d'un certain Bernard Laporte, grand personnage du rugby, à l'époque entraîneur de Toulon. Est-ce que tu peux nous la raconter en quelques mots, cette histoire? Ouais, c'était en 2014, match Toulon-Grenoble, un 4 janvier. Alors, t'imagines que la météo n'était pas extraordinaire, un 4 janvier. Il faisait froid, pas un match terrible, probablement aussi. Et sur la dernière situation du match, je laisse un avantage pénalité sur Jonathan Best, qui est rentré sur le côté du mot, étonnant pour lui, évidemment. Je laisse un avantage, ça balaye le terrain, droite à gauche, pas une énorme avancée. Et sortie d'un ruck, T-Use board, Sébastien donne le ballon à Johnny Wilkinson. Et moi, sur le terrain, je vois un 5 contre 1, un 5 contre 2, pardon, énorme, un truc vraiment extraordinaire. Et bon, peut-être que je suis allé trop loin dans l'analyse, je dis avantage terminé. Et Johnny Wilkinson, je ne sais pas pourquoi, un 5 contre 2 qui gère plutôt très, très bien d'habitude. Il ne se trompe pas beaucoup. C'est très rare. Il tente de faire il fait une sautée. Et Ratini, l'ailier en face, quand t'es 5 contre 2, de toute façon, à part intercepter, je vois pas ce que tu peux faire. Forcément, interception, essai, il reste 2 minutes, c'est terminé, le match est plié. Et c'était l'immense Toulon contre le Grenoble qui tentait de se maintenir en top 14. Et donc voilà, donc ça a déclenché une ferveur médiatique notamment énorme. Et Bernard Laporte, après ce match-là, j'étais sous le tunnel à Toulon, pour ceux qui connaissent. Je le connais pas. Quand tu es sous le tunnel, tu captes rien. Et Bernard m'appelle pile à ce moment-là. Et il me laisse un message. Vous avez les extraits, je ne vais pas les redire évidemment. Et vous les passerez si vous voulez, avec plaisir. Il me laisse un message de 1 minute 11, pas hyper sympathique. Voilà. Et du coup, après ce match-là, il y a eu une déferlante médiatique, Moscato Show, enfin tous les médias, et ça a été terrible quoi en 2014. Et puis bon, il faut quand même un sacré personnage. Et toi, tu l'as pris avec de l'humour ou tu t'es énervé sur le coup? Énervé non, de l'humour non. Un peu abattu. Difficile à digérer parce que c'est violent quand même. Hein. Si vous l'avez pas vu cette vidéo, on vous la recommande. On apprend plein de choses, c'est très bien fait, mais justement c'est quand même des propos assez violents. Oui, alors quand on connaît le personnage, voilà, il a une façon de s'exprimer qui est propre à Bernard Laporte. Je l'ai pas pris en atteinte directe quoi. Bon, à part quand il parle de mon épouse à l'époque, bon. C'est un peu difficile à absorber. Bon voilà, c'était un moment difficile de ma carrière, très clairement. Laurent, tu as pris ta retraite en 2022. Gaël, ça fait quand même un moment que tu es sur le circuit maintenant, même si tu n'es pas très vieux. Vous êtes beaucoup croisés. Est-ce que tu as des anecdotes d'ailleurs, Gaël? Non, honnêtement, franchement, j'ai pas de. Je pense pas que tu m'aies mis de carton. Non, je crois pas. Je pense pas. Non. Ça s'est toujours bien passé. La seule fois où je me suis fighté un peu avec un arbitre, c'était Alexandre Ruiz. Ouais. Mon père avec le Stade Toulousain, au Stade Français à la dernière minute, pareil. Bon, après, c'est des interprétations, mais on n'était pas forcément d'accord avec lui. Avec Médard, on l'avait incendié. On lui a dit, mais tu peux pas nous faire ça, etc. Donc, c'est le seul fight. Il était très dur, en plus, Alex. Mais c'est un mec, à la fin, que j'ai appris à connaître et il est adorable. Donc, j'ai jamais eu de vrai problème avec un arbitre. Après, je suis un peu un râleur. Je suis capitaine de mes équipes à chaque fois. C'est pas facile la communication et surtout quand on est là sur le terrain et forcément on prêche pour sa paroisse, tu vois, donc on n'est jamais d'accord, etc. Mais à la fin du match, jamais je me permettrai de critiquer un arbitre. On peut tous se tromper, donc des fois on se trompe les joueurs en pensant qu'il avait tort et vice versa. Donc et puis des fois tu revois la situation vidéo et puis tu dis mince, bon putain, j'aurais mieux fait de taire parce qu'on a tous eu un seul plan sur le terrain et des fois en vidéo et c'est pareil pour les arbitres, des fois on est convaincu d'avoir eu raison et puis derrière tu regardes le match, mince, putain, sur cette situation là je me suis planté quoi. Tu vois, c'est de se dire déjà on peut tous se tromper, ça c'est une certitude, que ce soit les joueurs ou les arbitres, mais je pense qu'il faut avoir une éducation autour de ça. On est quand même visible sur les terrains de rugby, à la télé, etc. Il faut montrer un bon exemple aux jeunes joueurs qui veulent faire du rugby et devenir un jour professionnel. Donc pour moi c'est là la limite en fait, faut pas aller trop loin dans certaines choses et faut avoir un respect, même quand on a perdu le quart final de Coupe du Monde, on n'était pas forcément d'accord, mais on a tous été respectueux envers l'arbitre. La barrière elle est là en fait. C'est ça, faut pas aller trop loin quoi. C'est un peu comme le chambrage de Pollock. Exactement. C'est la même chose. Exactement. C'est bien. On a le droit d'être déçu. Et je pense que tu parles de final. Je pense que tout supporter l'équipe de France était extrêmement déçu. Mais voilà, il faut savoir rester dans notre. C'est du sport. Bien sûr. Ça peut être très décevant, mais ça reste du sport. Et justement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour avoir une bonne relation avec les arbitres? Je crois qu'il faut surtout pas se le mettre à dos. Ça sert à rien de lui crier dessus. Parce que alors vraiment, il n'y a pas plus frustrant. Disons que dans des situations de 50-50 sur une phase de plaquage, si tu lui as gueulé dessus pendant 60 minutes,
il y a peu de chances que sur la situation de 50-50, ça revienne de ton côté. On va pas se le cacher. Moi, une équipe ou un joueur qui m'a agacé pendant 60 minutes, franchement, des fois, je le cherche presque pour le temps. Une pénalité, ou un hors-jeu, ou voilà. Alors, on va citer Rory Cocotte, je vais le citer parce que moi j'ai beaucoup d'affection pour lui. Il faut savoir que Rory Cocotte, son père était arbitre en Afrique du Sud, etc. Donc c'est un super mec. En dehors du terrain. Voilà. Et une fois, ça m'est arrivé de mettre du sentiment dans mon arbitrage. On était à Castres. Je crois qu'il était hors jeu de un demi-centimètre, je pense. Et j'ai pris hors jeu. Alors que c'était ridicule. Alors que c'était ridicule, quoi. Et il faut, quand on arbitre, il faut pas mettre de sentiments, ça sert à rien. Et voilà. Après, vous restez des humains. À un moment, on peut pas rester une machine face aux décisions, face aux gens qui te parlent. Donc, mais même si c'est inconscient, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent avoir un impact. On parlait notamment avant le podcast, peut-être la relation que tu peux avoir avec certains joueurs. Tu as déjà senti que ça pouvait avoir un impact sur le match ? Alors, sur le match, non. Et j'ai pu sentir des fois, suivant le résultat final, que ça reste des amis, donc mais qu'il y avait une part de je t'en veux un peu, quoi, parce que cette situation-là, peut-être que tu aurais pu nous la filer. Je parle des situations 50-50, il y en a beaucoup au rugby, des situations 50-50. C'est le sport pour moi le plus dur à arbitrer. Et voilà, mais quand on est amis, on est amis. Il y a le terrain, je pense que les joueurs, quand vous affrontez, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous couper en deux. Quand le match il est fini, merci, on va boire une bière, etc. Exactement. Mais pour moi, c'est vraiment le sport le plus dur à arbitrer. Il y a tellement de phases complexes d'analyse où ça va à 10 000. Beaucoup de phases de combat. C'est quand même le sport le plus dur pour moi à arbitrer. T'es sous pression, t'as 15 mecs contre 15 mecs, donc c'est quand même... C'est pas comme le foot où t'as moins de joueurs, t'as beaucoup de la vidéo, etc. Nous, c'est très dur, je trouve, les phases de contact. Sport de combat collectif. Sport de combat collectif, c'est hyper dur à arbitrer, tu vois. Il y a une notion aussi, parce qu'en réalité, si on regarde, on lit toutes les règles, et qu'on regarde 22 une phase de règles... 22 très précisément. Plus tous les alinéas à l'intérieur, crois-moi que je la connais, j'ai retourné dans tous les sens. Non, mais si on prend tout en compte, sur chaque règle, on peut siffler. Et donc il y a aussi ce jugement de il y a un niveau d'importance aussi de la faute ou de l'impact que ça peut avoir, et ça doit être tellement dur à jauger tout le temps. En gros, il y a une centaine de plaquages ruck dans un match. Par plaquage ruck, il doit y avoir 2-3 fautes que tu choisis de ne pas siffler. C'est-à-dire le plaqueur qui va tomber dans le camp adverse, mais finalement qui gêne pas vraiment la sortie de balle ou la vitesse de sortie de balle. On parle beaucoup de vitesse de sortie de balle. Un mec qui a mis les mains et puis le ruck était déjà créé et l'arbitre lui dit sortez les mains. Voilà, c'est des choix parce que c'était un ballon lent. Donc le fait est qu'il ait mis la main a fait un ballon lent comme il aurait dû être à la base. Donc en fait l'arbitre, au-delà des 10-15 coups de sifflet qu'il va mettre par match, il prend une centaine, va avoir 200 décisions de ne pas siffler. Et c'est ça le rôle de l'arbitre. C'est pour ça qu'une IA, on m'a beaucoup parlé d'IA ces derniers temps, ne remplacera jamais l'arbitre. Parce que sinon, le match, toutes les actions, tu t'arrêtes en fait. C'est impossible. Aujourd'hui, si tu tournes dans un match entre 10, 15, 20 pénalités, c'est bien. Demain, tu en siffles 50, c'est plus un match de rugby. Et heureusement qu'il y a cette interprétation et ce jugement de l'arbitre, le côté humain, qui fait que notre sport, a des situations d'avantage, etc. Et le tri dans la faute. Et c'est pas difficile d'être juste quand on a tout ça à gérer, justement, toutes ces décisions à prendre. Après, ils sont jugés, ils ont des notes, ils peuvent on peut prendre des sanctions. Vous avez des sanctions quand vous n'êtes pas bon, et comme nous, dès que t'es pas bon, ils te sortent de l'équipe, etc. Je pense que vous, c'est pareil, vous redescendez en Pro D2, tu prends 2 semaines où tu joues pas. Alors, c'est plus comme à une époque, quand tu redescendais en Pro D2, c'était clairement de la punition. Je parle de mon époque, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a un groupe professionnel d'arbitres qui arbitre aussi bien du top 14 que de la Pro D2. On retrouve des Ludovic Kerr en Pro D2, qui fait La Rochelle, il a fait La Rochelle Toulon la semaine d'avant, et après il s'est retrouvé à Angoulême faire Angoulême-Nevers la semaine suivante. Ça pose aucun problème. C'est un groupe d'arbitres professionnels. Donc, mais les arbitres sont notés à tous les matchs. Professionnels, les arbitres professionnels sont notés à tous les matchs. Il y a des statistiques très précises qui sortent, et voilà, on classe les arbitres comme ça, et c'est tout à fait normal. La performance, comme celle d'un joueur, elle doit être analysée et jugée, et ça me semble normal. Et quand, par exemple, tu fais un mauvais match, et il te dit quoi, le référent, par exemple? Il t'engueule pas, il t'accompagne, non, c'est plus du coaching. C'est du coaching que taper comme sur un joueur. T'as un joueur qui a fait un mauvais match, tu lui tapes dessus. On se fait défoncer. C'est pas productif. Le mec, tu le fais quoi? Il est déjà au fond de la gamelle, tu le mets encore plus au fond de la gamelle parce qu'il a fait un très mauvais match. Chez les arbitres, c'est pareil. On parle beaucoup de coaching arbitrage, mais oui, il y a des variations. Oui, tout le monde, les arbitres, c'est des compétiteurs, comme les joueurs. Tout le monde veut faire le meilleur match possible, la plus belle affiche possible. Mais en fait, c'est un combat légal, mais un combat toute l'année où tu essaies de faire le meilleur. Tu te challenges pour être le meilleur. Clairement.
Ma vision sur ce sujet-là, c'est souvent que quand on me demande s'il faut critiquer l'arbitrage, etc., moi je pense que oui, parce que les arbitres sont des acteurs de haut niveau qui doivent avoir un haut niveau de performance. Je suis C'est la manière dont je... Parce qu'il y en a beaucoup qui disent non, il ne faut pas parler d'arbitrage, ça doit jamais être... En fait, je pense que c'est un sujet, mais par contre, ça ne doit pas être la première excuse en cas de défaite. Ouais, bien sûr. En fait, ça ne peut pas être une manière de se déresponsabiliser sportivement. Du coup, je suis toujours en mode... Non, je pense que c'est important de parler des décisions, de si on estime que c'est juste par rapport à la règle. Et on pourra parler aussi peut-être de l'adaptation aux nouvelles règles, qui est toujours un truc particulier. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que c'est un sujet et aussi c'est des acteurs de haut niveau, quoi. Bah, pour avoir intégré donc l'Union Bordeaux-Bègles et le SA15 Charente, il y a aucun staff, sur les débriefs d'après-match quand tu perds, etc., qui met la responsabilité sur un arbitrage. Ouais, Aucun. À l'époque, c'était l'air Urios quand j'y étais, Lahir, Frédéric Charrier, et là, Alexandre Ruiz. Personne. Parce que c'est déresponsabiliser finalement la contre-performance de l'équipe. Tu peux pas arriver en réunion et dire bon, vous inquiétez pas les mecs, vous avez été super, l'arbitre il était nul. Ouais, c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Tu fais un discours négatif quoi. Même si il y a des décisions qui ont été en défaveur, voilà, et ça arrivera. Et souvent les arbitres, moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que des fois ils reconnaissent avoir fait des erreurs. Je sais que les entraîneurs envoient des débriefs à l'arbitrage, des fois, tu as des décisions où tu n'es pas d'accord, ça pèse quand même lourd sur le match, etc. Tu gagnes pas ou tu perds pas à cause de ça, mais ça pèse sur le match, forcément. Et du coup, je sais que, par exemple, tu as des retours toutes les semaines aux arbitres, et certains arbitres avouent s'être trompés, et je trouve ça beau, tu vois. Donc, je trouve que ça fait avancer, parce que finalement, le joueur qui a été pris pénalisé sur une situation, il a un doute, il sait plus, d'où l'importance d'un rôle comme le mien dans un club, parce que tu viens voir le joueur, tu dis écoute, t'as été pris, mais en fait, il n'y a pas du tout faute. J'ai vu, j'ai débriefé avec l'arbitre, c'est clean. Continue à faire ça. Là, il s'est trompé dans sa perception, mais continue-le. Voilà. Et toi, est-ce que tu reconnaissais tes erreurs ? Alors, j'ai eu 2 parties de ma carrière. La première où j'étais jeune arbitre. Je suis arrivé, moi, en top 14, j'avais 33 ans. Donc, ça fait jeune. Aujourd'hui, t'as encore des arbitres plus jeunes, mais à l'époque, ça se faisait pas trop. 33 ans, c'était plus 40 et quelques. Et j'avais cette première partie où j'avais une espèce de carapace sur moi. Et je me protégeais et j'avais jamais tort. Et probablement que la situation de 2014 Toulon-Grenoble est rentrée dans ce bain-là où j'ai pas du tout dit comme je suis capable de le dire aujourd'hui. Et il y a eu une deuxième partie de ma carrière où j'ai évolué, grandi, mûri, expérience, etc. où je trouvais que c'était plus honnête de dire, voilà, j'ai un exemple très précis, Perpignan Stade Français, Sergio Parissé, je lui mets un carton rouge pour un plaquage haut, parce que là, je dis épaule dans le visage, etc., etc. Mais en fait, c'est un carton rouge totalement erroné. Parce que c'est le joueur qui est arrivé sur Sergio très haut et qui s'est limite jeté sur son épaule. Et alors, le joueur Perpignan, ça avait augmenté la décision parce qu'il avait les dents cassées, il était sorti sur blessure, saignement, tu vois, la bouche, etc. Mais clairement, j'ai écrit après match à la commission de discipline en disant j'ai jugé qu'il y avait carton rouge, c'est une erreur d'arbitrage. Voilà, faites ce que vous voulez, mais pour moi, il n'y a pas de sanction à prévoir. Donc, le Stade Français avait gagné sur ce match-là, et il n'y avait pas eu de sanction sur Sergio Parissé. Ah oui. Donc voilà. Ouais, ça influe quand même. Ça a eu un impact. Oui, si l'arbitre dit clairement, je me suis trompé en revoyant les images, la commission de discipline, derrière, elle est très intelligente, et elle ne prend pas de décision contre le joueur. Avec Gaël, ça nous tenait à cœur d'avoir un arbitre parce que on sait déjà que c'est pas simple et vous êtes des acteurs importants du jeu. On a aussi l'impression que récemment, l'arbitrage est de plus en plus critiqué, notamment via les réseaux sociaux où tout le monde donne un petit peu son avis. La plupart, dès qu'il y a un résultat de match qui est posté, la moitié des commentaires concernent l'arbitrage. Mais justement, comment on gère ça ? Même avant, dès que les arbitres sont annoncés, déjà, il y a des commentaires en disant « Oh non, pas lui ». Vous avez le mauvais rôle, en fait. Il est de tel comité, en plus. Comment on gère justement peut-être même ce rapport au réseau quand on est arbitre ? Il y a 2 options. Soit tu regardes pas, ou tu regardes et ça te fait rire. Soit des fois, j'ai un cas très précis là-dessus, où tu t'y prends vraiment à tâche. Il y avait un supporter qui est venu critiquer très ouvertement sur le Messenger d'un arbitre qui avait arbitré un match. Ce supporter, je citerai bien évidemment pas la banque, mais était conseiller de vente dans une banque en CDD. Et l'arbitre, sur ce coup-là, c'était tellement virulent, il s'est dit c'est pas possible, quoi. Donc capture d'écran, envoyé au groupe France de cette banque, en disant vous acceptez ça. Et pour la petite histoire, ce conseiller de vente n'a pas été renouvelé dans ce CDD parce que le groupe a répondu on n'adhère absolument pas à ce genre de propos et il est hors de question qu'on laisse passer Jean-Jo. Donc c'était une anecdote marquante, mais oui, les réseaux, ils existent. Il faut passer au-dessus, sinon c'est exponentiel les réseaux et nous-mêmes finalement on les utilise. Bien sûr. Donc on peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Ouais. Donc il faut travailler avec. Il y aura toujours, on ne pourra jamais censurer ou maîtriser tout. Donc, il y a 2 options. Moi, je regardais,
Ça me faisait souvent rire. Des fois, je mets des j'aime ou des morts de rire sur des commentaires, tu vois, tellement je vais jusqu'au bout. Parce que je sais que ça énerve encore plus celui qui l'a posté. Mais bon, tant que ça en reste là. Ouais, parce qu'il y a des fois, justement, où déjà tout le monde ne réagit pas forcément de cette manière-là. Il y a des fois, ça peut aller un petit peu plus loin. On a Mathieu Reynal qui avait dit à Midi Olympique, Lorenz nous a raconté qu'après un quart de finale de Coupe du Monde entre l'Afrique du Sud et l'Australie, il était rentré à son hôtel et s'était mis sur le rebord de sa fenêtre, de la fenêtre de sa chambre, au 10e étage, en regardant la photo de ses enfants. Il a eu l'envie de se foutre en l'air. C'est des mots durs. Faut pas oublier qu'on fait du sport et que même une défaite ou un mauvais résultat ou une mauvaise performance, ça va pas changer ta vie éternellement. Mais les mots des gens, peuvent être forts. C'est dur, mais c'est très dur. Mais tout le monde est critiqué, surtout à ce niveau-là. Nous, les premiers, on critique quand on regarde un match de foot. Moi, je suis le premier à dire quand Marseille perd, parce que je suis fan de Marseille, je vais dire putain, des fois c'est une chèvre, ou tu vois ce que je veux dire. Mais c'est humain, mais faut pas le prendre avec vraiment faut pas le prendre à cœur, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es sportif de haut niveau, quand tu as des responsabilités, faut savoir aussi passer au-dessus de tout ça, tu vois. Faut pas aller trop loin. Ouais, moi, j'avais tendance à me dire, ils attaquent l'arbitre, pas l'homme. Oui, pas l'homme, parce qu'ils te connaissent pas en tant que personne, tu vois. Sous le feu des critiques, les joueurs, effectivement, tu fais une contre-performance, t'as le même mec qui t'a dit que t'étais excellent la semaine dernière, il va te dire, t'es une chèvre. Exactement. Et en fait, t'es qui pour juger, quoi. Je veux dire, bon, voilà, c'est le Et niveau, souvent, les supporters, moi, par exemple, je joue à Perpignan, ils vont t'insulter pendant le match, et à la fin, ils te demandent une photo. Donc, c'est un peu l'opposé qui se passe à la fin, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Et heureusement qu'on a le supporter, parce que le plus grand moment de solitude, c'était pendant le Covid. T'as joué pendant le Covid, triste, les stades vides. Je peux t'assurer qu'on a passé des moments extraordinaires, quoi. Est-ce que les félicitations d'un arbitre, c'est quand on parle pas de l'arbitre? Ouais, souvent. C'est ça, hein? Oui, souvent, ou alors on t'a dit, il a accompagné le match, c'était top, etc. Ouais, souvent, c'est quand on parle pas de toi, quoi. C'est bien dur. sûr. Comment ça fonctionne, la rémunération d'un arbitre? Parce que vous vous déplacez beaucoup, il y a beaucoup d'heures, le changement des règles, l'apprentissage. Comment ça marche? Alors, il y a eu deux systèmes. Celui d'aujourd'hui et celui d'avant. Celui d'avant, il y avait des contrats pro ou semi-professionnels. Tout dépend si tu étais arbitre international, tu avais un contrat professionnel 100%, tu ne faisais que ça. Et si tu n'étais pas arbitre international, tu avais un contrat semi-professionnel, donc tu passais la moitié de ta semaine pour l'arbitrage, c'est-à-dire review des matchs, préparation physique, les déplacements, etc. etc. Donc, en gros, un arbitre comme moi, semi-professionnel, je parle de mon cas, comme ça c'est le mieux, touchait 2000 € bruts par mois. Ça, c'était le fixe. Si tu n'arbitrais pas, c'était ta rémunération. Pour un mi-temps, c'est plus qu'honnête. Aujourd'hui, il y a des gens qui touchent ça pour un 35 heures par semaine. Donc, c'est plus qu'honnête. Et après, derrière, par-dessus, viennent se rajouter les matchs. Donc, c'était 650 € le match en top 14. Donc, tu allais arbitrer un match de top 14. 450 € en pro D2. Et après, quand tu étais juge de touche ou vidéo, alors ça chutait trop, quoi. Tu étais à 150 €. Ouais. Donc, sur un rythme classique, tu étais autour de 3500 €, 4000 € par mois. Un arbitre international avec ton destination, Coupe d'Europe, etc., c'était quasiment le double. Aujourd'hui, le système de salariés à la Fédération française de rugby a été abandonné et c'est calqué comme le foot. Ce sont que des indépendants qui ont des structures unipersonnelles et qui font des factures à la fédération. Donc, j'ai pas le système de rémunération, mais en tout cas, la prime au match a augmenté. Je crois que ça dépasse le 1000 € par match de top 14. Oui, il y a beaucoup de sacrifices pour ces joueurs. Totalement. Tu te déplaces énormément. Ouais, tu as énormément de responsabilités. À un moment donné, on peut pas demander à des gens de faire de la haute performance en ayant des moyens pour faire une émission quoi. Donc, ça, c'est pas possible. Merci en tout cas pour ces infos-là, parce que c'est trop bien de savoir ça. Mais non, mais ça peut être des sujets qui peuvent être parfois un peu difficiles à aborder, et c'est important. En France, les rémunérations, on sait que c'est toujours difficile à donner. C'est pour ça que je te remercie. Mais il n'y a pas de... Enfin, moi, je veux dire, franchement... Et par rapport aux Anglais, aux Australiens, aux Néo-Zélandais, c'est les mêmes ils étaient en avance. Les Anglais étaient en avance parce que nous, les premiers contrats professionnels sont sortis, que les Anglais, ça faisait déjà pas 10 ans, j'exagère, mais très longtemps, parce que eux, ils font tout le contraire. Il fallait que tu arrives à haut niveau pour basculer professionnel ou semi-professionnel. Les Anglais, eux, ils détectent leur meilleur profil et ils les professionnalisent immédiatement avant même qu'ils soient connus. Un garçon comme Luke Pierce,
Ça fait, moi, je l'ai connu ça en fait jeune. 15 ans qu'il Ouais. qu'il est professionnel de rugby et d'arbitrage. 15 ans qu'il est là. Et dès le début, personne ne le connaissait, il était déjà professionnel. Ouais, Après, il faut. Je l'ai vu façon de en voir très les jeune, dans les compétitions jeunes, c'était un arbitre que tout le monde parlait. Et tout ça. Après, il faut des moyens financiers. Ouais, c'est ça, Enfin, il y c'est a quand même une grosse machine. Et je trouve qu'il y a eu énormément d'avancées pour les arbitres, notamment là, avec l'arrivée de Mathieu Rénal, Romain Bien Poit. sûr. Franchement, il y a eu une énorme avancée et technologique dans les moyens mis à disposition aux arbitres. Ça faut staffer aussi, hein, il faut Bien du sûr, monde, bien sûr. etc. Donc voilà, je trouve qu'il y a une vraie avancée par rapport à mon époque déjà. On entend beaucoup dire que l'équipe à domicile est arbitrée par l'image, que ça a un impact. Ou alors, on entend aussi, on est arbitré comme une petite équipe. Est-ce que le club, l'importance de l'équipe ou même les joueurs qui la composent, ça a un impact sur les décisions de l'arbitre? Il y a deux options. Soit je fais une réponse belge, Honnête. c'est-à-dire un truc où je botte en touche. Soit je dis que probablement que le fait est d'avoir le public à domicile et la pression du public. Franchement, je pense qu'un vrai public de supporters, etc., peut influer. Mais c'est des petites sur, décisions, ouais. pas sur des gros trucs. Et ça vient se rajouter à l'impact que l'équipe adverse est à l'extérieur aussi, bien sûr. et mentalement quand tu es à Bien sûr. l'extérieur. Alors, je dis pas que tu lâches le match, mais je vois des fois des matchs à l'extérieur où tu as l'impression que l'équipe elle est venue vraiment Ouais. honorer la Ouais. feuille de match, quoi. Donc tout ça rajouté les uns sur les autres, je pense que le public a un vrai impact. Mais, sur, mais, un mais éventuel en fait, c'est avant, très hein. inconscient. C'est pas un truc que tu non. dis là, à ce moment-là, il faut que je fasse ça pour qu'il Ah se calme. non, ou quoi. non, Ouais, non, c'est non. très inconscient. En Non, fait, non. c'est humain. Ouais, c'est ouais, la tout à fait, pression, ouais. c'est la pression exercée sur toi, Ouais. je pense, tu vois. Et, quand tu es au Munster et que tu fais une passe en avant ou qu'elle est susceptible d'être en avant, tellement ça crie fort, ben ça t'as l'impression que c'est sûr qu'elle soit en avant. Non, il n'y a pas de C'est plus ça, non volonté d'un arbitre. Et alors, je trouve que c'est de moins en moins vrai en plus, parce qu'on voit énormément Ouais, de victoires à ouais. l'extérieur Ouais. maintenant. Bien sûr. Ce qu'on voyait pas, je vais parler du rugby de Oui. vieux, mais il y a 25 ans, tu avais une victoire à l'extérieur tous les 1000 ans, quoi. Je veux Ouais, dire, suis d'accord. mais aujourd'hui, c'est quand même, il y a des journées de championnat, des fois, où tu as Pro D2 Top 14, sur les 7 matchs, tu as 5 équipes qui ont gagné à l'extérieur, quoi. Donc bon, C'est vrai que tu gagnes un peu plus à l'extérieur. voilà. Donc bon, c'est quand même, ouais, inconsciemment, c'est sûr. Inconsciemment, c'est sûr. Bah alors, à l'étranger, en Irlande, je regardais le match contre La Rochelle. Vous avez parlé de La Rochelle tout à l'heure, Leinster. Il y a quand même un impact. Je vais parler quand même de l'impact des réalisateurs. Ouais. Des fois, tu as l'impression Bien que c'est sûr. le Real qui arbitre. Ouais, bien sûr. Les Ils sont très chauffourées, forts sur ça. Ouais, les chauffourées en qu'il y a Irlande, on n'est eu. pas bon sur ça, mais Les ils sont chauffourées très qu'il y a eu, forts. où il y a un carton jaune contre le talonneur du Leinster. T'as zéro ralenti. Ouais. Zéro. Et je peux t'assurer que si c'est la même chose et que c'est un joueur Rochelet qui était Il l'a au monté milieu de la fois. foule, ça tourne. Ça, c'est pas normal. Ouais, mais ça, on l'a pas du tout. C'était Nous, arrivé ça, on le fait aussi pas du contre tout. l'Irlande où Winnie Antonio il met un plaquage haut, mais à la Ouais. base l'arbitre il siffle pas faute. Ouais. Et c'est le réalisateur qui montre à la 12 vidéo fois le 3. ralenti et tout. Et du coup en fait moi je suis sur le terrain je me dis putain il est en train de nous la faire à l'envers là. C'est sûr. Alors que quand c'était nous zéro. Est-ce qu'il Il faut avait pas mis qu'on le ait pied ce en vice touche. aussi à domicile, nous, finalement? Ah, ça, je sais pas. Il faut voir avec Canal+, France 2. C'est un message qu'on envoie Voilà. au futur. Non mais c'est vrai. Et Et vous, on l'eau, voit tu te rappelles rien pas, du l'eau tout. il avait mis le pied en touche. Ouais, si. Et Il avait pas voulu le montrer. le il a dit- ralenti est arrivé Tu après vois que ou le pas jeu est repris. Exactement. Après que ça a ils sont été forts, les validé et mecs. tout. Ouais. Exactement. Parce Ouais, que eux, forcément, dans le quart du Real, ils les voient, les images. Ils disent, Bien hop, sûr. hop, attends, Ouais. diffuse pas, t'en as pas. Ils sont forts. Est-ce qu'il faudrait pas mettre un arbitre dans le cadre de la réalisation? Je pense que ça leur plaît pas. hein, à mon L'arbitre avis. l'arbitre réel. À une époque, il y a eu l'arbitre vidéo dans le quart du Real, en Coupe d'Europe notamment, Ok. etc. Et du coup, en France, c'est pas le cas, mais c'était comme ça en Coupe d'Europe. D'accord. Qu'est-ce que tu retiendras de ta carrière, un petit peu pour conclure la dernière petite question? Alors, forcément, je parle de Toulon-Grenoble, ça c'est forcément Ça t'a ça. Ouais, ça m'a marqué. C'est un épisode qui m'a marqué. Je retiens quand même 12 ans de top 14. Voilà, où il faut y arriver, c'est bien, mais y rester, c'est bien, Ouais. c'est bien aussi. Je retiens des matchs très importants. Alors, je sors du top 14, je vais parler de l'IRB 7. Ouais. C'est l'IRB à l'époque, c'est pas World Rugby. J'avais fait un match Hong Kong-Chine, et je peux vous assurer que politiquement parlant, Hong Kong-Chine sur un terrain de rugby, alors niveau de jeu, bon, je vous garantis rien, mais par contre en termes de ferveur populaire, c'était magique. Au Hong Kong Stadium, quand tu arbitres ça, Ah, c'est dingue. waouh, ça te prend les tripes, quoi. Donc voilà, donc je retiens ces bons moments. Je retiens que du positif. Je retiens que si j'avais des choses à changer, je changerais pas grand chose. Et pourtant, familialement parlant, ça m'a coûté plutôt bien très sûr. cher. C'est très égoïste comme métier. Notamment dans les anciennes formules où tu n'étais pas professionnel. Et j'ai adoré ma carrière d'arbitre. Et aujourd'hui, je veux vraiment essayer de transmettre quelque chose, quoi. Et t'as un match qui t'a marqué, que t'as arbitré, un match de dingue ou
Des phases finales J'ai eu la chance d'arbitrer des matchs de championnat au Stade de France. D'accord. Donc, des stades français, Ouais. Stade toulousain, des choses comme ça. Ça, c'est des moments très importants. J'ai jamais eu la chance d'arbitrer une finale de top 14, mais j'ai fait 3 fois la touche. Ouais. Et c'est très particulier, quoi. Ouais, Finale de top énorme, 14. énorme. J'ai été arbitre vidéo à Barcelone pour le oui. Racing Toulon. Et t'avais la pression Ouais. avant le match, t'as l'impression Ouais, quand t'es ouais, arbitre ouais. Même arbitre vidéo, t'as D'accord. l'impression. Ouais, parce que tu sais que chaque mot que tu vas donner, chaque décision que tu vas, ou des moments blancs où tu vas rien dire, tu sais que ça a un impact. Sauf qu'il y a eu des décisions importantes. Je me Bah, posais sur la ce question match-là, si un arbitre il rentre avec la pression ou il se dit, bon, de toute façon. Ah non, t'as la pression. Moi, D'accord. alors, 5 minutes avant le match, j'étais capable de déconner jusqu'à 5 minutes avant le match. Ouais. Et 5 minutes avant le coup d'envoi pour terminer. C'était fermeture du truc. Ouais, tu restais concentré. Et là, c'était feu. Ça veut pas dire que je préparais mal les matchs. Ça veut dire au contraire que fallait que je sois détendu parce que se mettre une pression 3 jours avant, c'est jamais très très bon, quoi. En tout cas, très grande carrière. Merci pour ta présence, pour ta transparence. C'était trop cool de pouvoir échanger sur tous ces. Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissaient pas tous ces. les petits trucs. Tous ces détails, quoi. Même simplement la rémunération. Alors, on fait pas arbitre pour l'argent, bien sûr, mais savoir comment ça fonctionne, parce qu'après, là, c'est qu'un très petit nombre d'arbitres qui sont là-dessus. On rappelle du coup que tu t'es lancé sur les réseaux sociaux. Pour te retrouver, c'est donc sur les comptes Laurent Cardona sur YouTube et même Instagram. On te souhaite aussi donc beaucoup de réussite dans cette carrière-là. Ça va être très intéressant. Tu as fait notamment une vidéo aussi sur la passe en avant. Oui. Gros débat, gros sujet. Ouais. Ça va être. Si tu veux, l'idée, c'est d'ouvrir notre sport au plus grand nombre. Pas aux spécialistes. Spécialistes, je pense que l'inertie, tout ça, ça va, ils connaissent. Oui. Mais au plus grand nombre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent notre sport sans presque rien comprendre. Ouais. Et c'est ça l'intérêt. Et plus de personnes comprendront notre sport, et plus on aura d'abonnés devant les chaînes, et plus on aura de monde encore au stade par rapport à ce qu'on a déjà aujourd'hui. Donc cette chaîne, elle a, comme la vôtre, elle a tout intérêt à exister, et on a tous intérêt de travailler ensemble. Ah, mais je suis d'accord. Merci pour tout. Bon, pour finir, le classique, la petite question YouTube. Alors, Kevin, la question YouTube, c'est sur YouTube dans les commentaires, c'est pas dans les DM Instagram si jamais. Mais on va te la compter quand même parce qu'elle est tout de même intéressante. Mais posez-la dans les commentaires YouTube, s'il vous plaît. Et si vous êtes sur une plateforme d'écoute, n'hésitez pas juste à cliquer. Cliquez sur tout ce qui est cliquable, la fameuse ref, peut-être que certains l'auront, et allez sur la chaîne YouTube dans les commentaires pour poser votre question, même si vous avez déjà écouté l'épisode sur Apple Podcast, Spotify, ce que vous voulez. N'hésitez pas à venir poser votre commentaire là-bas. Kevin, il nous a demandé comment gagne-t-on sa place dans le 15 de départ d'une équipe professionnelle en dehors de faire un bon match le week-end ? Est-ce que durant la semaine, il y a des séances ou des mises en situation à 100% d'intensité et de contact pour pouvoir se montrer ? Oui, évidemment. La semaine, elle est très importante en termes d'entraînement, en termes de performance à l'entraînement. Elle compte, elle est primordiale. Après, forcément, quand tu acquiers un statut depuis longtemps, c'est pas que ça qui joue, mais de faire des bons entraînements, d'être performant en entraînement, d'être très professionnel et très sérieux, ça aide à avoir sa place dans le 15 de départ. Mais après, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. L'expérience que tu as, est-ce que tu es un joueur international ou pas, est-ce que ça dépend de pas mal de choses, mais bien sûr qu'à l'entraînement tu gagnes ta place, ça c'est une certitude. Et est-ce que dans le rugby calendrier dense qu'on a, on a justement ces moments comme le dit Kevin à 100% d'intensité à l'entraînement où tu peux vraiment montrer ton rugby à fond? Il y en a un peu, après je t'avoue quand la saison elle commence et qu'on est au mois de décembre, il y en a beaucoup moins. Au début de la saison, que ce soit pendant les camps d'été d'entraînement où on fait énormément de physique, où on se plaque énormément, où on fait beaucoup de contacts, beaucoup de 15 contre 15, là forcément on a plus d'opportunités de se montrer. Mais il faut comprendre aussi un truc, c'est que c'est un effectif où il y a 40 joueurs professionnels, donc tout le monde aura une opportunité. Après, ça dépend le statut, ça dépend le joueur que t'es, ça dépend de pas mal de choses. Mais quand t'es jeune, en tout cas, ça se gagne là, dans ces moments-là où tu t'entraînes à 100% face à ce qui fait de mieux dans l'effectif, quoi. Et toi, justement, il y a des joueurs qui t'ont déjà impressionné à l'entraînement où tu t'es dit, wow, lui, si un jour il enchaîne, ça va être quelque chose. Il y a eu des joueurs comme ça qui étaient très forts en entraînement, mais en match, ils passaient à côté, dû à la pression, dû à plein de facteurs qui sont durs à maîtriser dans notre sport. Surtout la pression, je pense que le jour du match, les mecs, ils n'arrivaient pas à être à leur meilleur niveau, alors qu'à l'entraînement, ils étaient incroyables. Tu vois. J'en ai vu plein des mecs comme ça. Mais oui, ça m'arrive aussi de voir des cracks et me dire, lui, ça va être un crack. Et c'est devenu un crack, quoi. Donc ça dépend, mais ça dépend les profils, ça dépend s'ils acquiescent la pression et ce qu'ils en font, surtout s'ils arrivent à se sublimer aussi le jour des matchs. Et il y a des mecs à l'entraînement, ils sont pas bons du tout.
Et le jour du match, ils sont exceptionnels. Parce que qu'ils c'est des arrivent à mecs, switcher. c'est des mecs qui sont pas faits pour s'entraîner très très dur, mais qui ont le jour du match, ils arrivent à mettre la target. Je pense notamment à Finn Russell qui est un entraînement. J'allais dire Finn Ouais, Russell. mais c'est pas un mec qui aime s'entraîner très très dur. Il s'entraîne, il est très sérieux, etc. Mais c'est pas un mec qui va venir te mettre un tampon à l'entraînement ou il s'entraîne normalement, quoi. C'est pas il pousse pas le truc à l'extrême. Par contre, le jour du match, il met la disquette et là, c'est un génie, quoi. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense à des Romain Tao, pareil. Ça fait tellement d'années, le mec, il est là, il a 35 ans. Forcément qu'à l'entraînement, il s'entraîne pas aussi dur qu'à l'époque où il préserve son corps, etc. Donc c'est des profils de mecs qui, le jour du match, ils arrivent à mettre la disquette et je fais partie de ces mecs-là. Hein. Ouais. Je suis un mec qui a un entraînement, aujourd'hui, j'arrive à un âge où pas je me gère, mais je m'entraîne très sérieusement, etc. Mais je ne vais pas me mettre un plaquage à l'entraînement pour rien, quoi, tu vois. Ouais. Par contre, j'arrive à mettre la disquette le jour du match. Switcher, vraiment cette idée Ouais, de... bien sûr. Là, on passe en mode sérieux. On a une autre question de Charlotte, qui est hyper intéressante aussi. Charlotte demande, est-ce que quand il y a des changements de poste, par exemple Gaël Ficou qui passe de centre à ailier, l'entraîneur vous prévient avant la compo, est-ce qu'il vous explique pourquoi et est-ce que vous avez votre mot à dire? Par exemple, vous vous sentez pas à l'aise à ce poste ou autre. Et pareil pour les sélections en équipe de France, la question est très longue. Quand on n'est pas en sélection, on a une explication du sélectionneur. Est-ce qu'on a une explication du sélectionneur? On en parle avec lui pour comprendre. Est-ce qu'on a le droit de lui dire ce que l'on en pense? Sinon, super épisode comme d'hab, merci. Alors, pour la première partie, changement de poste. Ouais. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai toujours alterné entre... Bon, j'ai quand même plus joué centre que ailier dans ma carrière, mais ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune au Stade Toulousain de jouer ailier, donc c'est pas un truc qui me dérange. Après, forcément, mon poste... phare, c'est quand même 3/4 centre, c'est là où je me sens le mieux, etc. Mais s'il faut dépanner, en fait, je pense au bien de l'équipe plus qu'à moi-même, en fait. Donc je me suis toujours dit, s'il faut jouer à l'aile, je jouerai à l'aile. Et en équipe de France, ça m'arrivait pas mal de fois de dépanner à l'aile, surtout à l'époque où j'étais avec Viry Vakatawa. Mais Il y justement, avait Jodanti qui arrivait aussi, et donc ça me dérangeait pas de dépanner à l'aile. mais je comment ça préfère se jouer passe? On vient de te voir, on te prévient, on Ouais, bien prépare sûr. peut-être? Non, on me prévient, on me dit cette semaine bosse le poste d'ailier parce que on va te mettre à l'aile, quoi, tout simplement. Et après, c'est un échange. Des fois, Fabien Galtier m'avait demandé déjà dans le passé, est-ce que ça me dérangeait pas? Parce que je pense qu'on a cette relation de confiance et d'échange qui est importante d'avoir. Donc, moi, c'est jamais un truc qui m'a énervé ou stressé ou frustré. Ça s'est toujours bien passé parce qu'on a eu une discussion en amont. Mais c'est rarement une surprise au moment de la compo, en fait, ça se prépare, quoi. Non, ça se prépare, bien sûr. Bah, tu Ouais. le bosses toute la semaine. La Ouais. compo, tu l'as généralement le mercredi ou le jeudi. Donc, t'imagines, t'as toute la semaine pour avoir tes automatismes. Donc, très vite, je comprends que j'allais jouer ailier, tu vois. Donc, c'est un truc qu'on prépare. Et quand ça change éventuellement régulièrement, est-ce que tu peux manquer d'automatisme? Parce que quelques jours, c'est quand même pas... Ouais. Après, tu peux en manquer, mais généralement, c'est des profils de mecs qui sont plutôt... qui ont l'habitude de gérer ces cas-là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vais prendre un exemple. Il y a quand même pas mal de joueurs qui peuvent jouer 15. Thomas Ramos, il peut jouer 10, 15. Il peut jouer plein de postes à la fois. Et il a l'habitude de gérer ces transitions-là. Donc, non, moi, je trouve que ça se fait assez facilement. Et c'est des mecs un peu qui sont des profils où ils peuvent jouer plusieurs postes. Et pour la deuxième partie de la question, sélection en équipe de France ou autre sélection, quand on n'est pas sélectionné, est-ce qu'il y a quand même quand on est un habituel sélectionné, est-ce qu'il y a un appel avec le sélectionneur pour comprendre? Oui, je pense. Oui. Ça, moi, le peu de fois où j'ai pas été pris, j'ai eu un appel du sélectionneur, il t'explique pourquoi, tu vois. Et ou quand tu joues pas un match, il t'explique aussi pourquoi. Après, il y a des fois, il peut pas le faire avec 40 mecs non plus. Ouais. C'est souvent des mecs qui ont un statut assez on va dire, conséquent dans l'effectif parce qu'ils sont là depuis longtemps ou qui jouent d'habitude régulièrement de titulaire. Mais généralement, il y a des discussions et ils sont ouverts à ça. Et je pense que comme un peu tout le monde, c'est important de savoir pourquoi tu joues et pourquoi tu joues pas. Donc ça te pousse à te motiver et à être meilleur. Et en tant que joueur, comment on répond à une non-sélection? En étant meilleur, tout simplement, et Ouais. en s'entraînant plus dur. Mais oui, évidemment, si le mec il joue à ta place et qu'actuellement il est meilleur Et que toi, je veux dire, dans la discussion, tu vois? tu poses des questions, tu lui demandes pourquoi il a pris cette décision, lui va te dire en ce moment il est meilleur que toi, il court plus vite que toi, il marque plus que toi, et tu comprends très vite que c'est le jeu, quoi. Donc après, à toi de revenir au meilleur niveau, mais il y a quand même des facteurs qui sont importants aussi en équipe nationale. Il y a l'expérience, il y a comment te dire, l'habitude des matchs internationaux, etc. Donc le sélectionneur, il essaie de composer une équipe où, comme on parle souvent de l'expérience collective, etc., des fois, tu as des mecs, c'est des cracks et tout en top 14, mais en équipe nationale, ils jouent pas. Et il y a des mecs qui comprenaient pas. Mais c'est juste que à ce niveau-là, ça se joue à tellement de petits détails, à tellement
de petits facteurs Une vision du coach invisibles, et une vision du coach qui fait que certains ne comprennent pas les décisions des sélectionneurs. Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça injuste, peut-être? Mais je comprends, parce que des fois, tu as un mec qui marque 20 essais en top 14 et qui se retrouve pas titulaire en équipe nationale. Mais parce que un Damien Penaud qui est là depuis 10 ans, il a tellement d'expérience et qu'il déçoit jamais, tu vois. Ouais. Donc, c'est très dur, en fait, à évaluer. Des fois, tu as des mecs, un ailier qui va faire une saison de dingue et on va le comparer au mec qui est en place déjà, ou un centre, ou n'importe quel joueur, tu vois. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'expérience compte aussi beaucoup à ce niveau-là. Donc, ça peut être... des fois, on les lance, mais il faut donner la chance à tout le monde aussi. Ouais. Donc, il faut être juste, et le sélectionneur, son rôle, c'est d'être le plus juste possible. Toi, il y a des non-sélections que tu as déjà trouvé injustes? Quand j'étais plus jeune, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de penser que j'avais le niveau d'être titulaire et je ne l'étais pas. Mais parce que j'avais compris qu'il fallait de l'expérience aussi, tu vois. Ouais. Notamment à l'époque, moi, quand je suis arrivé très jeune, à l'âge de 18 ans en équipe nationale. T'avais des Fofana, t'avais des Bastaro, t'avais des Rémi Lamora, il y avait des sacrés joueurs. Donc, des fois, je comprenais pas pourquoi je jouais pas, parce que tous les week-ends, je marquais, etc., avec le Stade Toulousain. Mais c'était le jeu. Je savais que c'était un process où, avec le temps, j'allais jouer de plus en plus, ils me faisaient confiance, mais il fallait des mecs d'expérience. Et c'est vrai que ça y joue aussi. On a peut-être moins ce truc-là aujourd'hui. On peut rentrer plus facilement des mecs. Un peu moins. Même si en sélection, ça reste important quand même. Ouais, mais un peu moins. Mais tu regardes des équipes comme l'Irlande, des fois, tu as un crack qui vient d'émerger, mais ils préfèrent mettre le mec qui a plus d'expérience et ça se construit avec le temps et ça monte petit à petit. Mais il faut un juste équilibre de tout ça, quoi. Il faut un peu des deux, quoi. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup aussi pour les questions dans les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions pour le prochain épisode. Merci pour votre engagement de manière générale autour de Rugby Confidentiel. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux qui seront dans la description YouTube ou même à vous abonner au podcast, à le noter positivement si vous êtes sur les plateformes d'écoute. Merci beaucoup aux équipes. Merci à Alexis qui nous aide énormément à l'écriture de ces vidéos et de l'émission tout simplement. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Gaël et Novodi. Ciao, ciao.